Je ne vais pas vous faire la biographie de chacun d'entre eux, puisque vous l'avez dans votre programme. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans ce panel, c'est que vous avez à la fois vous avez des profils très différents. Alors, le ministre Novelli, qui a été secrétaire d'État au commerce, aux entreprises, est un homme du terrain. Il nous expliquait lors du dîner que quand son ministre s'intéressait beaucoup aux grandes entreprises, il s'intéressait beaucoup aux PME. Il y a une raison pour cela. C'est un homme de la Touraine, il a été longtemps le maire de Richelieu, et il a pendant un bon bout de temps aussi représenté le département de l'Indre-et-Loire. Notre second panéliste est une denrée en voie d'extinction. Donc ça c'est pour la génération suivante, Philippe. C'est le vrai industriel. Il a fait la totalité de son activité dans l'industrie et vous avez pu le suivre récemment lorsqu'il était le responsable de la sidérurgie anglaise et néerlandaise Corus qu'il a vendue au groupe Tata. Vous l'avez vu également dans PSA lorsque notamment il a fallu recapitaliser Peugeot Citroën, et vous l'avez également vu chez Areva, qui a changé de nom maintenant. Et puis récemment, cet homme discret qui a par rapport aux médias ce que j'appellerais une grande sagesse, s'est trouvé dans une opération complexe, très médiatisée, puisqu'il s'agissait à l'époque, il s'agit toujours, de l'opération Veolia-Suez, et que comme président de Suez, il était évidemment aux premières loges. David Azéma, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'hybride par rapport aux deux autres. Rechargeable. Rechargeable ? Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Il est banquier d'affaires maintenant. Ça aurait été intéressant, si on avait eu le temps, David, de vous faire réagir à ce que disait notre ami Gersan sur le problème Siemens, Alstom, parce que parmi les choses et les grandes spécialités de David Azéma, il y a le ferroviaire. Il s'est retrouvé chez Eurostar, il s'est retrouvé à la SNCF, il s'est retrouvé dans des filiales de la SNCF. Mais à côté de ça, il a donc été dans des situations où il était à la fois dans l'ombre de l'État, et par rapport à ce que nous avons fait, il a aussi été le président de l'autorité de la concurrence, de l'autorité des participations de l'État. Excusez-moi. Participation de l'État. Et donc, par rapport à l'État actionnaire, il en connaît une... Et donc, moi-même, je suis plutôt un homme de marché de capitaux, et donc je prendrai cet angle-là lors de notre panel, et je passe la parole au ministre Novelli. Comme vous voulez. Votre préférence. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et je dois dire que l'intervention du directeur général de la concurrence est très intéressante parce qu'elle me permet de remettre en perspective les quelques constats que je voudrais faire devant vous sur le titre de la conférence qui était la montée du protectionnisme. Et je voudrais d'abord commencer par une sorte de paradoxe, c'est que nous sommes dans une mondialisation triomphante, y compris durant la pandémie ou malgré l'arrêt du commerce international. Beaucoup de choses ont pu se faire grâce à une coopération mondiale, je pense notamment évidemment au vaccin, et c'est un paradoxe que dans le même temps, au moment où cette mondialisation a produit des effets depuis des décennies, dans le même temps, on assiste à une montée d'une revendication d'autonomisation stratégique, je ne sais plus comment l'appeler, de souveraineté, de protection, qui est elle aussi à l'œuvre dans nombre de pays,
bien sûr en France, mais aussi dans d'autres pays. Alors quelques mots sur ce paradoxe. Le commerce international aujourd'hui est en croissance très importante. On parle de plus de 10% de commerce d'échange. J'ai parlé il y a quelques instants de la coopération mondiale qui s'était produite durant la pandémie en matière de vaccins. Je voudrais aussi mettre en regard les chiffres de la pauvreté. Du fait de la mondialisation, on le sait tous, la pauvreté a reculé dans le monde, mais on n'a pas une idée très, très précise de ce recul. Et j'ai eu la curiosité de regarder en 1980, le critère de pauvreté, c'est-à-dire la capacité à disposer de moins de $2 par jour, était de 40%. Autrement dit, il y avait 40% de l'humanité qui était sous ce seuil. En 90, 30%. Et en 2017, moins de 10%. Vous voyez la rapidité du recul de la pauvreté. Et est intervenue la pandémie, et pour la première fois, la pauvreté n'a plus reculé. Autrement dit, ce que je voudrais vraiment mettre en exergue devant vous, c'est que les échanges internationaux sont le critère le plus important de recul de la pauvreté. Quand ces échanges s'effondrent, comme ça a été le cas durant les 2 années qui viennent de nous précéder, eh bien, la pauvreté ne recule plus et elle se remet à progresser modérément, mais c'est un fait. Donc, cette mondialisation productrice d'un certain nombre de bien-être, tout ça est à moduler évidemment et à nuancer, on sait bien, mais cette mondialisation s'accompagne, et c'est le paradoxe, du retour d'un certain nombre de thèmes et d'actions qui prônent une autonomie stratégique, une souveraineté, la protection d'un certain nombre de productions jugées essentielles ou stratégiques. Je voudrais prendre devant vous l'exemple français, ça tombe bien. J'ai été rapporteur de la première loi quand j'étais député en 2005, une loi qui était portée par le gouvernement de l'époque et Thierry Breton, commissaire européen, sur les OPA. Et ce texte est accompagné d'un décret sur la défense des intérêts stratégiques français et avait listé, donc, vous le savez, quelques secteurs, essentiellement dans le domaine régalien, qui demandaient à être contrôlés dès lors qu'il s'agissait d'investissements étrangers dans notre pays. Donc ça, c'est le 2005-2006, premier décret assez court du reste. Deuxième décret important, décret pris par le ministre Montebourg, qui listait d'autres secteurs jugés stratégiques, et donc la liste s'est étendue jusqu'à les années récentes où le décret dit Le Maire, évidemment, a encore étendu ces secteurs jugés stratégiques, toujours pour de bonnes raisons du reste, et notamment dans les domaines dits de santé ou d'agroalimentaire. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez, j'ai eu la curiosité de regarder le décret, quand vous regardez, c'est quand même une liste maintenant qui s'étend de manière très importante et qui pose le problème de ce qui est stratégique ou qui ne l'est pas. C'est tout le sujet. Car toujours pour de bonnes raisons, on peut déterminer que tel ou tel secteur est stratégique. Et je voudrais en regard mettre aussi l'évolution de la Commission européenne, puisque le directeur général de la concurrence vient d'en parler. Lorsqu'il y a eu ce décret sur les intérêts stratégiques à défendre pour notre pays par un contrôle des investissements en 2005-2006,
eh bien, il y a eu une réaction de la Commission européenne à l'époque. Et la Commission européenne s'est émue de ce décret en disant « Attention, tout ça n'est pas très cohérent avec ce qu'il est bien de faire » et on assiste, ça n'a pas été dit comme ça parce qu'on est policé à Bruxelles, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu cet avertissement pointé par un commissaire européen, celui de la concurrence de l'époque du reste, qui s'était ému de ce décret. Et puis aujourd'hui, 15 ans après, au final, nous avons pris un certain nombre de positions et la Commission européenne a bien évolué, puisqu'il y a une directive ou un règlement, me corrige David Azema, il a raison, un règlement qui fait un filtre, qui opère un filtrage et qui demande aux États membres de faire remonter à la Commission les investissements qui sont contrôlés. Donc vous voyez cette évolution là aussi qui n'est pas anodine par rapport aux réactions premières de la Commission il y a simplement au final 15 ans. Donc c'est ce point que je voulais mettre en regard devant vous, c'est cet apparent paradoxe entre d'un côté une mondialisation qui produit des effets importants, et de l'autre côté cette montée du protectionnisme que l'on voit, ou plus exactement de la demande d'autonomie stratégique, de souveraineté que l'on met en avant. Alors il faut bien reconnaître que la pandémie, et c'est le second point sur lequel je voudrais porter mon propos, la pandémie a mis en regard des défaillances qui peuvent être dommageables dans les chaînes d'approvisionnement. Et c'est là que le sujet se pose, et il se pose véritablement, et la plasticité de la Commission a pu venir en soutien et éviter le pire, comme nous l'a raconté le directeur général. Mais cette pandémie pose le problème, elle l'a posé, de ce que l'on voit venir, ou ce qui est pratiqué aujourd'hui, ou tenté d'être pratiqué, c'est-à-dire des relocalisations, pour venir pallier telle ou telle défaillance. Inutile de vous dire que ces relocalisations au plan national, un certain nombre d'études aujourd'hui commencent à être menées là-dessus, qui montrent que ça ne sera que partiel et marginal. Il faut bien le reconnaître. Et donc se pose le problème de la manière dont ces relocalisations dans les diverses chaînes d'approvisionnement pourraient s'opérer de manière peut-être un peu plus bénéfique au niveau européen. Et je viens à ma conclusion, sous l'aimable injonction de mon voisin, sur le fait que c'est, me semble-t-il, en tout cas c'est ma conviction, au niveau européen, que doit être réfléchie ces éventuelles relocalisations, ou plus exactement cette éventuelle résilience par rapport à des chaînes d'approvisionnement défaillantes. Et il serait bon, et je pense que ce serait très utile, qu'il y ait une réflexion qui soit menée au niveau européen, je pense que ça l'est, pour faire en sorte que nous ayons une réponse européenne à ce qui a été observé, à savoir telle ou telle défaillance dans les chaînes d'approvisionnement, qui me semblerait être la bonne réponse par rapport à ce que nous avons vécu. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais venir vous dire dans le temps qui m'était imparti, et désolé d'avoir un peu écourté la troisième partie qui me semblait importante sur l'Europe, mais je pense que vous y reviendrez dans le débat, vous me tranquillisez, vous avez raison. Merci à tous. Oui, j'y vais. Il y a quelques mots de ma part avant que je m'éteigne complètement, puisque je suis en voie de... en ma génération, en voie d'extinction. Bon. Merci Georges pour cette introduction. Je me propose
ce ne sera pas incohérent avec ce que vient de dire le ministre, de vous dire quelques mots d'abord sur la question de l'accroissement des tensions internationales. Donc, mais avec ma petite expérience industrielle qui a été mentionnée, mais aussi parce que je suis membre du conseil d'ICC, la Chambre de commerce internationale, et président du comité français. Donc je vis un certain nombre de situations de protectionnisme en ce moment. Bon, mon premier commentaire, il va porter sur simplement le fait que l'accroissement des tensions internationales, il n'y a pas de débat. C'est une réalité. Je vous en donne quelques indicateurs très simples. Le premier, c'est les décisions unilatérales de rupture de contrat. Alors, je ne parle pas des sous-marins, mais comme je suis champenois, je peux vous parler du Champagne et de la Russie, et je peux vous en faire une très grande liste. Donc ça, c'est très tangible. Bon, deuxième point, c'est que, je dirais au-delà de ces décisions de rupture de contrat, il y a les barrières tarifaires. Il y a une très bonne base de données à laquelle il faut accéder, qui est la base de données Market Access de l'Union européenne. Et vous y verrez que sur l'année 2020, qui est la dernière année connue, je crois, il y a 438 barrières tarifaires dans 58 pays. Et si on prend simple année 2020, il y a eu une augmentation de 10%. Je crois qu'il y a 43 barrières tarifaires supplémentaires. Donc on lit la montée des barrières tarifaires sur cette base de données. Peut-être le troisième indicateur, c'est les procédures anti-dumping. Il y en a actuellement 150. Les 2 tiers sont à propos de la Chine. Donc là aussi, c'est un indicateur complètement objectif. Et puis, vous savez que l'organe d'appel de l'OMC, il est bloqué par les Américains depuis 2 ans. On a du mal à sortir de cette situation. On n'en sort pas d'ailleurs pour le moment. Donc on reparle de l'OMC, WTO, et l'organe d'appel ne fonctionne pas, ce qui donc l'empêche vraiment d'arriver à ses fins. Puis de manière plus générale, sur les difficultés du multilatéralisme, on en parle beaucoup. Je vous donne juste un exemple, parce qu'il est très illustratif, c'est celui des négociations sur les subventions à la pêche. Ça fait 20 ans que ça dure, ça a été lancé en 2001. Et on parle de la conférence ministérielle, c'est la MC12, je crois, qui va se tenir maintenant, pour essayer de terminer ce débat. Mais enfin, 20 ans sur les subventions à la pêche, ça en dit long sur tout le travail qui reste à faire en matière de multilatéralisme, si on y arrive un jour. Donc juste ce premier panorama très très factuel sur l'accroissement des tensions commerciales. Alors mon deuxième propos, c'est à propos de cette situation de renouveau du protectionnisme, qui est comme ça factuel, entre guillemets pour protectionnisme, c'est d'essayer d'analyser les quelques causes profondes. Il y en a 3 qui ont d'ailleurs été rappelées et qui sont aussi assez... on en parle très souvent. Je crois que la première, j'utilise le mot usurpation parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est l'usurpation du statut de pays en développement par la Chine. Et le directeur général l'a rappelé tout à l'heure, la problématique avec les SOI, c'est-à-dire les State-Owned Enterprises chinoises, de mesurer le degré de soutien qu'elles obtiennent de l'État chinois, et donc effectivement de toutes les aides qui sont cachées à ces entreprises. Donc ça, c'est un facteur. Et cette usurpation, je dirais que la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001. Et donc, depuis 20 ans, les choses ont évolué, mais elle garde ce statut qui, franchement, n'est plus adapté à sa situation. Et elle en tire le maximum de parti. Je crois que la deuxième cause profonde, mais il ne faut pas négliger l'impact que ça a sur le reste du monde. La deuxième cause profonde, c'est ce dont on parle actuellement, ce découplage entre la Chine et les États-Unis. Et on en parle beaucoup, et peut-être d'ailleurs trop quelque part, parce qu'en réalité, ce découplage, il a lieu, il s'étend, il concerne d'abord les technologies critiques de souveraineté, essentiellement pour la défense. Je crois qu'on a l'exemple tous en tête de la 5G avec Huawei, mais enfin c'est vrai sur la cybersécurité, sur les composants, ou sur le spatial ou l'aéronautique. Donc il y a un noyau dur où le découplage est maintenant, d'ailleurs tous les logiciels, l'intelligence artificielle ou autres qui vont avec, où le découplage devient une réalité. Mais par ailleurs, il y a tout le reste de l'économie qui n'est pas soumise aux mêmes
impératif de découplage, même si, on l'a vu sur les logiciels d'éducation en Chine, il y a des impacts de la politique de M. Xi Jinping, mais là, je parle vraiment du découplage sur les technologies critiques. Donc ça, c'est un deuxième facteur de plus en plus prégnant et qui, bien sûr, induit du protectionnisme. Alors, le troisième élément cause profonde, c'est que jusqu'à présent, on évalue tous les aspects du dumping. On a évalué avec toutes les procédures mises en place maintenant au niveau de l'Europe, essentiellement sur les questions de prix de revient par rapport au prix de vente, etc. Mais cette dimension unique du dumping, elle est en train d'éclater avec d'autres dimensions du dumping. Il y a bien sûr tout ce qui concerne le CO2, et donc il y a là, je dirais, avec une montée, le concept de level playing field, il va falloir le faire évoluer, parce qu'en fait on a plusieurs niveaux. On aura les pays où le CO2 est traité d'une certaine manière, les pays où ils ne le sont pas, d'où la CBAM, la Carbon Border Adjustment Tax. Et donc on a une deuxième dimension qu'il faut maintenant, il va falloir apprécier de plus en plus au fur et à mesure que le prix du carbone, lui, va monter. Il va monter, mais il ne montera peut-être pas à la vitesse souhaitée. Et le troisième facteur qui aussi doit être introduit maintenant, c'est tout ce qui concerne les droits de l'homme, puisqu'aujourd'hui, le consommateur dans les pays européens, il voudra avoir, à travers le QR code qui sera affiché sur son aspirateur ou sa voiture, s'assurer que dans la mine, il n'y a pas eu de CO2 ou qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent. Donc on a là une difficulté d'appréciation et on est face à un dumping qui devient multifacette et qui rend, bien sûr, les possibilités de protectionnisme ou de déviation importantes. Je dirais, au-delà de ces trois causes qui sont de plus en plus, vous les connaissez, je dirais que c'est quelque chose qu'on peut voir presque tous les jours, il y a en sous-jacent une dimension qui, elle, est probablement beaucoup moins appréciée par le grand public, sur laquelle je voudrais dire un mot, qui est celle d'un vrai basculement géopolitique. On part d'une situation sur l'énergie du monde, où 80% de cette énergie est fossile, et d'ailleurs, chiffre identique, cette énergie fossile est responsable de 80% des émissions. Donc la maîtrise de l'énergie est un élément essentiel qui dicte la géopolitique. La géopolitique mondiale, elle est dictée depuis 30 ans par un triangle, Arabie Saoudite, États-Unis, Russie. Et c'est ce triangle qui a déterminé les guerres, un certain nombre de guerres, qui a déterminé aussi les excursions hors du référentiel du level playing field avec l'OPEP. On a vécu avec, parce que le triangle, c'était le triangle du pouvoir, de l'énergie. Le monde qu'on va avoir, le monde d'après, entre guillemets, il a une caractéristique, c'est que c'est un monde sans carbone, potentiel, mais c'est un monde riche en métaux stratégiques. Et ces métaux, on n'a pas forcément une idée de ce que ça va représenter. Ce que je dis souvent, c'est que certains responsables politiques, alors je n'accuse personne ici, mais c'est vrai aussi pour un grand nombre d'industriels, sont comme les enfants mal éduqués. Si vous demandez à un enfant mal éduqué d'où vient le lait, il vous répond papa, il vient du réfrigérateur. Alors vous dites oui, mais la supply chain au-delà. Alors on commence à avoir une discussion intéressante sur le méthane, sur un certain nombre de choses. Mais là, c'est pareil, avec certains responsables politiques, on dit qu'est-ce qu'on fait pour l'éviction du CO2 ? Alors là, véhicules électriques, des wind farms, des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Oui, mais d'où viennent les matières ? Ah, alors là, on passera des contrats, comme pour le reste. Alors, comme on dit en français, forget it. Le cuivre, le marché du cuivre, va plus que doubler dans les 10 ans qui viennent. Le marché du nickel, la demande du nickel, va être multipliée par 3. La demande de lithium va être multipliée par 4. Les terres rares, probablement entre 3 et 4. Les mines n'existent pas. Comme me disent mes amis mineurs, ça va être la revanche des mineurs. Alors ça, c'est assez intéressant parce que les Chinois ont 20 ans d'avance. Ils ont pris 50% des chaînes de valeur sur la batterie.
Alors c'est 40, 50 et 60 selon qu'on parle du lithium, qu'on parle du nickel ou qu'on parle d'ailleurs du cobalt. Et d'ailleurs c'est 100% sur les anodes en graphite ultra pur. Ils ont 20 ans d'avance sur ces chaînes de valeur batterie. Sur les aimants, sur un mât d'éolienne offshore, il y a 500 kg d'aimants. Les voitures, vous savez qu'on va produire 2 millions de moteurs électriques en France. Sachez que les aimants, à 90%, viennent de Chine. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire, se rappellent qu'il y a 10 ans, les Chinois ont décidé d'ajuster le volume d'exportation de terres rares vis-à-vis des Japonais. Ils ont fait moins de 30%. Panique à bord. On voit actuellement, alors qu'on n'est pas encore rentré vraiment sur le terrain, les composants, problème qui n'est pas lié à ça, mais qui est un sujet quand même, et on est en train de vivre le magnésium qui n'est pas réputé être un métal stratégique. Tout ceci pour dire que ce basculement, il va induire en matière de géopolitique, non pas un triangle pour l'instant, puisqu'en fait on est sur un beau duo Chine-États-Unis, avec l'Europe qui se pose une question de où on est, nous, dans le paysage. D'autant plus que, sur tous ces métaux, on n'en approvisionnera que 20% en Europe, peut-être un peu plus. Et donc se pose une réelle question de savoir comment on va pouvoir sécuriser toutes ces matières. Donc, ceci pour vous donner un point de vue sur les indicateurs du protectionnisme et quelques causes profondes, dont la dernière, à mon avis, n'est pas encore complètement apparue et visible. Donc, pour terminer, la conclusion que je tire, qui n'est pas d'ailleurs du tout en contradiction avec ce que vient de dire le ministre, c'est que, bon, bien sûr, le niveau de traitement de ces sujets doit d'abord être européen. Ce qui ne veut pas dire que la France n'est pas à la manœuvre sur ce sujet, parce que l'expérience montre que si on n'est pas à la manœuvre, d'autres le seront, et ce ne sera pas forcément à notre avantage. Donc il faut qu'on soit à la manœuvre, mais le cadre est européen. Deux, moi je ne suis pas juriste, personne n'est parfait, et je suis en voie d'extinction, mais néanmoins, sur ce sujet, je pense que le risque, c'est de vouloir peaufiner des dispositifs et de chercher nos clés sous le réverbère, parce que c'est là que c'est éclairé. Moi, mon point de vue, ayant vécu un peu ces questions sur les investissements étrangers en France, c'est qu'on a un dispositif, franchement, aujourd'hui, depuis 2020, on a durci le processus de filtrage en France des investissements étrangers, puisque maintenant, si c'est plus de 10% du capital, c'est 10%. C'est Covid. Jusqu'au 31 décembre. C'est spécial Covid. Après, ça remonte à 25. Bon, oui, pardon, merci, excuse-moi. C'est bien d'être sous contrôle. C'est quand même bien 25%, d'autant plus qu'on n'a même pas besoin de l'utiliser. Il suffit de, vous voyez, Couche-Tard, de faire en quelques minutes, 2 minutes de télé, et on a compris qu'on pouvait utiliser l'arme fatale, et donc on a quand même ça dans la main. Et puis on a élargi, alors on n'a pas élargi au yaourt encore, mais presque. Mais les biotechnologies, alors peut-être que les yaourts sont les biotechnologies en fait. Bon, voilà. Donc mon point, c'est qu'on a un outil qui existe, et puis qui est au niveau européen, comme ça a été mentionné. Maintenant, il y a un dispositif de filtrage qui est en fait une coordination des différents États européens, mais qui permet d'agir. Donc, je pense que ce qui est important, c'est effectivement qu'au niveau européen, on soit très clair sur la liste des technologies et des secteurs qu'on considère comme critiques. Et d'ailleurs, il y a des listes qui sont faites actuellement, parce que ces technologies, que ce soit les technologies de défense, donc que ce soit sur la cyber, sur l'aéro, sur le spatial, etc., et la 5G, et un certain nombre de choses sont déjà bien identifiées, mais il faut y ajouter aussi toutes les technologies de la décarbonation, parce que sur les batteries, on va avoir un véritable sujet, sur l'hydrogène aussi, et donc c'est pas uniquement parce qu'on rentre dans un modèle de défense hybride aussi, en intégrant ces données sur la décarbonation. Donc il faut identifier clairement qu'il y a un accord sur ces secteurs stratégiques, parce que c'est les mêmes secteurs sur lesquels on va investir massivement en R&D, il faut le faire, et ces secteurs-là seront susceptibles d'être des technologies sur lesquelles il faut effectivement se défendre. Donc ça, c'est un deuxième point, c'est qu'il faut avoir une approche extrêmement stratégique plutôt que technique de ce sujet. Et puis peut-être le dernier point, toujours,
faire preuve d'un certain pragmatisme dans ces affaires, puisqu'on va être obligé d'aller chercher des matières et des technologies de la décarbonation dans les pays étrangers. On va avoir des pays qui vont être nos partenaires de plus en plus, et qu'il va falloir dealer, parce qu'il faut être pragmatique. On ne pourra pas aller mettre des mines, je ne sais pas moi, en RDC, même en Australie ou ailleurs, avec des participations européennes, et puis dire à ces pays, vous n'êtes pas en Europe. Donc on va rentrer dans des relations pays à pays qui vont être certainement donnant-donnant. Et donc les règles qui peuvent, je dirais, s'appliquer de manière uniforme au reste du monde seront peut-être difficiles à mettre en œuvre. Donc vous voyez que le concept de level playing field, il prend quand même une dimension vraiment différente dans les années à venir. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci beaucoup. Son tour. Alors, moi j'ai été très scolaire. J'ai lu le sous-titre qui a disparu d'ailleurs, je vous le rappelle, qui était « Faut-il réduire ou modifier à la hausse le champ d'application du décret du 31 décembre 2019 pris pour application de la loi Pacte et qui aujourd'hui filtre, puisque c'est le terme maintenant consacré, les investissements étrangers en France ». Donc je suis parti un peu d'une approche très, très micro, mais je vais essayer à la fin de retomber sur la problématique d'ailleurs que vient d'évoquer Philippe. En la matière, avant de répondre à la question, je pense qu'il faut faire une distinction et être très très réaliste. On parle de deux grands types de situations. Vous avez ce qui sont les investissements étrangers que je vais appeler visibles, médiatiques, et qui ont acquis, parfois par hasard, une sensibilité dans l'opinion publique. Et ces sujets-là, ce ne sont pas des sujets qui vont être régis par une évolution du règlement IEF, du droit français ou européen, puisque vous savez que la Commission a statué en 2019 aussi, par le règlement qui a été mentionné tout à l'heure par le ministre. Et dans ces cas-là, je crois que où qu'on se trouve dans le monde, et quel que soit l'état du droit, il restera toujours la possibilité pour un État souverain de faire ce qu'il faut pour qu'un investissement étranger n'ait pas lieu dans le pays en question. Donc il ne faut pas se raconter d'histoire, ça n'est pas un problème de droit. C'est un problème de pouvoir, de politique, d'opinion. Et je vous rappelle par exemple l'affaire des ports de Dubaï aux États-Unis, qui a été bloquée après que le CFIUS ait dit oui à l'opération. Je peux vous rappeler dans un cas qui n'a rien à voir, mais qui vous montre aussi que l'opinion et la pression de l'opinion publique ou les circonstances politiques sont supérieures au droit. C'est la privatisation d'ADP qui a été approuvée par le Parlement et puis qui ne s'est jamais réalisée, bien que l'état du droit le permette. Et donc vous avez, dans ces cas-là, toujours la possibilité pour un gouvernement ou de faire de l'intimidation, et je pense qu'il n'y avait pas besoin du décret pour qu'il y ait de l'intimidation sur l'opération mentionnée par Philippe Varin tout à l'heure, qui était Couche-Tard. Donc la technique de l'intimidation fonctionne. Quand elle ne fonctionne pas, on peut toujours changer le droit. Je rappelle que le décret Montebourg est un décret qui a été pris en réaction à l'annonce de l'acquisition d'Alstom Energy par GE. Et donc, je vous rappelle qu'en Italie, quand EDF a voulu acquérir Edison, si mes souvenirs sont bons, la législation italienne a changé pour rendre l'opération plus compliquée. Donc c'est toujours possible, et donc on ne parle pas de ces circonstances qui relèvent d'un autre champ que le juridique, je pense. Ce qui est intéressant, alors évidemment quand même, le juridique, l'affaire Alstom, le décret Montebourg le prouve, est un élément de l'arsenal. Quand vous êtes, ce qui est très rare, face à un investisseur qui veut passer en force, un investisseur étranger qui veut passer en force, et qui pense que parce que le droit le lui permet, rien ne permettra de s'opposer à l'opération, effectivement, l'émergence de la norme peut permettre de dire, vous savez, on peut jouer, mais à la fin, vous allez perdre, parce que ça va être pot de terre contre pot de fer. Mais sous cette réserve-là, on ne parle pas, quand on regarde aujourd'hui concrètement dans des opérations de M&A qui sont sous le radar de l'opinion publique, sous le radar de la presse et des médias, si ce n'est la presse spécialisée, là on parle de sujets plus techniques et d'ailleurs souvent plus stratégiques.
C'est-à-dire que très souvent, le paradoxe, c'est que les opérations qui, dans l'opinion publique, apparaissent comme très stratégiques, mettant en péril des intérêts stratégiques nationaux, sont souvent des opérations qui mettent en péril des intérêts stratégiques du passé, mais pas les intérêts stratégiques du futur. Parce que les intérêts stratégiques du futur, il y a un effet d'hystérésis, l'opinion ne les a pas encore vus. Et donc, là, on parle effectivement du rôle un peu austère, ingrat, d'une bureaucratie nationale qui doit statuer sur le fait de savoir si une opération menace ou pas les intérêts stratégiques du pays. On sait tous que définir ce qui est stratégique est un exercice hautement délicat. Et dans ce cas-là, si je réponds à la question qui m'a été posée, ou qui nous a été posée, est-ce qu'il faut faire encore évoluer le champ qui serait ou trop large ou trop étroit du décret de 2019, ou d'ailleurs de la liste de justifications que fixe la Commission européenne? Je pense que ce dont on a surtout besoin, c'est de stabilité. Et que donc, ain't broken, don't fix it, qui est un très bon proverbe américain. Laissons le texte tel qu'il est. Il permet une énorme souplesse, puisque Couche-Tard l'a montré, on peut tirer les justifications ou les motifs d'atteinte à la sécurité publique, ou à la sécurité nationale ou à l'ordre public, de telle manière qu'en fait, si on le veut, on peut à peu près tout y mettre, et qu'on n'a aujourd'hui aucune expérience de contentieux contestant une décision de refus. Et je pense que ça prendra beaucoup de temps avant qu'on ait une jurisprudence suffisante pour pouvoir préciser les choses. Donc ce dont on a besoin, c'est de stabilité et c'est de pratique. Parce que justement, comme il s'agit d'un droit, un peu comme le droit de la concurrence d'ailleurs, qui n'est pas binaire, qui n'est pas extrêmement simple à caractériser, il va falloir qu'un nombre d'opérations suffisants permettent aux professionnels du droit, aux professionnels des transactions, aux administrations elles-mêmes de clarifier de quoi on parle en n'ayant pas l'utopie de penser qu'un jour il y aura une liste et une doctrine claire. On peut espérer qu'il y en ait une, mais c'est pas simple parce que le monde change. Ce qui était stratégique hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui est pas stratégique aujourd'hui peut le devenir demain. Les exemples de certains minéraux qui ont été évoqués par Philippe Varin en sont la preuve. Donc soyons pragmatiques et souples. Et donc ça, c'est ma première conclusion. La deuxième, c'est quand même à moyen terme, je doute qu'on puisse avoir cette stabilité. Parce que en fait, ce que j'observe, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a quelques jours, a été promulgué en Grande-Bretagne le National Security and Investment Act, qui est l'équivalent britannique du décret du 31 décembre 2019. Et ce que ça révèle, c'est d'abord que chacun s'y met, et que même les pays réputés les plus ouverts aux investissements étrangers produisent des législations destinées à renforcer le contrôle des autorités nationales et des administrations nationales sur les investissements étrangers, avec toujours les deux termes, qui investit et dans quel secteur. Et avec une préoccupation qui est celle en Grande-Bretagne, plus pragmatique que nous en général, ce n'est pas le seuil de 25 ou de 10, c'est le contrôle effectif, ou le degré d'influence, ce qui laisse toutes les interprétations possibles. C'est sans doute d'ailleurs plus intelligent parce qu'en matière de contrôle des entreprises, vous le savez, les seuils, ce n'est pas très pertinent. Vous avez des entreprises dont vous possédez 40% du capital et que vous ne contrôlez pas, et vous en avez donc possédez 25% du capital et sur lesquels vous êtes le décideur. Vous en avez même que vous n'avez pas encore acquises et sur lesquelles vous avez le pouvoir. Ça vous rappellera une opération de médias en cours en France, où une chaîne de radio est déjà passée sous le contrôle de son acquéreur alors que l'opération n'est pas closée. Mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, les Anglais ont tiré vers le bas encore la notion d'influence et de contrôle, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de vouloir sanctionner les prises de contrôle d'entreprises britanniques, mais ils veulent pouvoir sanctionner les prises de contrôle d'entreprises qui sont fondamentales pour la chaîne d'approvisionnement des entreprises britanniques. Autrement dit, on pourrait imaginer que l'entrée d'un investisseur chinois dans une mine de lithium à l'étranger, qui est possédée elle-même par un investisseur français ou belge, fasse l'objet d'une procédure en Grande-Bretagne, parce que le lithium de cette mine est utilisé pour faire des batteries en Grande-Bretagne.
Et donc, et je ne suis pas surpris, ça rejoint le dernier point de l'intervention de Philippe Varin. C'est-à-dire que ce qui est stratégique ne se trouve pas forcément aujourd'hui sur le territoire national. Et quand on est européen, c'est particulièrement vrai. Et donc, premier phénomène que je vois une course aux armements qui est en train de s'initier, dont je ne sais pas où elle va s'arrêter, en matière de protection des intérêts stratégiques nationaux par le contrôle des investissements étrangers. Ça m'amène à une deuxième réflexion, c'est que j'y vois aussi ce que je vais appeler une antitrustisation du sujet. Vous savez, quand vous faites du M&A, que désormais, il y a un temps considérable entre le moment où vous annoncez une opération et le moment où elle devient effective. Parce que vous allez contrôler, vous allez vérifier sa conformité au droit de la concurrence dans un nombre toujours croissant de juridictions. L'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, le Malawi, les îles Féroé, le Japon, c'est sans fin. Puisque vous voyez qu'on se lance aujourd'hui dans une course aux armements, avec certains États comme la Grande-Bretagne qui commencent à faire de l'extraterritorialité sur les opérations, mon pari est que bientôt, dans les plannings d'exécution d'une opération de M&A, vous risquez d'avoir un planning parallèle à celui de l'antitrust qui s'appelle les autorisations d'investissement à l'étranger. Et là, vous êtes parti pour quelque chose de passablement complexe. Et ça m'amène, puisqu'on est européen, français et européen, et qu'Olivier Guersan a fait l'honneur à cette assemblée d'ouvrir la séance, ça nous amène à une question assez profonde, qui est, dans un univers où les transactions deviennent de plus en plus compliquées et où chacun s'arme contre les investissements étrangers, et y compris en Europe, contre les investissements d'un autre Européen chez soi. Parce que ça, c'est une des particularités de l'Europe. Chacun a sa législation nationale dans laquelle on voit s'atténuer l'exception d'européanité. Auparavant, quand vous étiez européen, on ne vous contrôlait pratiquement pas. Aujourd'hui, les nouveaux textes français font remonter l'exigence de contrôle, y compris sur un investissement allemand en France ou slovène en France. Donc, on va avoir un système dans lequel il y a de plus en plus de lourdeur, de stickiness dans les opérations liées au contrôle des investissements étrangers. Et je voudrais souligner une chose, c'est que l'Europe, c'est petit. L'Europe, ça a peu de ressources, d'éléments de puissance et de souveraineté qui ne tiennent pas qu'au droit. La souveraineté et la puissance, ça dépend des ressources naturelles, ça dépend du capital, ça dépend de la compétitivité, de la productivité de son économie, ça dépend de sa capacité d'innovation, ça dépend de sa stabilité stratégique. Je ne suis pas sûr que sur toutes ces cases, l'Europe soit nettement devant la Chine ou les États-Unis. Et donc, dans cette guerre géopolitique économique, si nous restons curiassés en ayant rajouté une couche de course aux armements sur les investissements étrangers à l'intérieur de notre propre système, nous allons reproduire dans ce domaine ce que nous avons su faire à merveille dans le domaine spatial avec les règles de retour géographique et le morcellement de l'industrie, avec ce que nous avons su faire dans le monde bancaire où les régulations nationales font qu'on n'a pas de marché bancaire européen et que les grandes puissances bancaires sont désormais toutes américaines, ou ce qu'on a fait dans le secteur des télécommunications, où on a morcelé à l'infini le marché européen, ce qui fait que nos acteurs sont extrêmement faibles par rapport aux acteurs américains. Et donc je crois, et ma réponse est un peu longue, je suis désolé, qu'il va donc falloir qu'on sorte de la relative hypocrisie du règlement de 2019 de la Commission, mais qui avance par étapes, c'est logique, en crabe un peu. On ne va pas pouvoir se passer d'une européanisation du contrôle des investissements étrangers. Ou alors ça veut dire qu'on renonce à la souveraineté européenne parce qu'on s'affaiblit au lieu de se protéger par la démultiplication de ces règles et de ces pratiques. Et donc, ça va être un très bon test. Si l'Europe n'est pas en mesure de passer au braquet supérieur en matière de contrôle des investissements étrangers et d'assumer qu'il y a une identité industrielle et stratégique européenne, qu'il convient de protéger et qu'il n'est pas irrelevant de faire protéger cette identité, cette stratégie, cette souveraineté, cette résilience par l'autorité communautaire, parce que chacun veut être nationaliste chez lui, ça sera la démonstration que l'Europe est un Gulliver enchaîné
et qu'il n'arrivera pas, dans ce combat, à contrebalancer les effets de la Chine ou des États-Unis, qui ont en plus pour eux la taille de leur territoire et l'accès aux ressources naturelles que nous n'avons pas. Donc je pense que derrière ce sujet apparemment juridique et technique se profile une nouvelle mise en garde ou un nouvel effet miroir sur l'Europe. Peut-on vraiment être un géant ou aspirer à être un géant économique en restant un homme politique? Voilà, c'est ma conclusion. Nous allons légèrement changer de panorama puisque je vais vous parler d'une partie de mon expérience professionnelle sur les marchés de capitaux qui sont un des éléments importants, le traitement des sociétés cotées, etc., de ce que fait Droit et Croissance. Alors dans le domaine, effectivement, dont nous parlons, il ne faut pas oublier que, pour prendre le cas du marché des actions, nous partons d'une situation dans laquelle le marché est totalement national. Une société française se cote en bourse française, point barre. Depuis un certain nombre d'années, et pour être précis, depuis 25 ans à peu près, s'ouvre le monde des cotations internationales qui emmène avec lui tout le problème de la réglementation de chacun de ces marchés étrangers sur lesquels les entreprises vont se coter. Lorsque, en 1996, je me retrouve à la Bourse de New York responsable de l'international, je découvre un univers beaucoup plus large que celui que je connaissais. Et assez rapidement, je me trouve confronté au nationalisme. Alors que, ce qui est paradoxal, nous sommes en pleine mondialisation. Et pour revenir un peu sur le même type d'exemple, on a des règles et puis on fait ce qu'on doit faire. Nous allons coter à la Bourse de New York la China National Petroleum Company. Et arrive une lettre du Congrès auprès de la SEC qui nous explique que les Chinois de CNPC ont des activités au Soudan et qu'au Soudan, il y a des chrétiens qui sont extrêmement mal traités et que donc, c'est impossible de pouvoir coter CNCP. Je me retrouve au Congrès à devoir expliquer un certain nombre de choses et le responsable de toute cette action, qui bien entendu est là pour le compte de Taïwan, le contraire serait étonnant, me montre des vidéos absolument abominables du traitement des chrétiens au Soudan. On résout le problème grâce à un peu d'imagination des banquiers d'affaires et particulièrement de Goldman Sachs. On décide de splitter la société CNCP en deux parties, dont l'une devient PetroChina, qui n'a pas l'activité soudanaise. Et on cote PetroChina. C'est intéressant parce que vous savez tous que l'argent est fongible. Donc, si l'ensemble CNCP reçoit de l'argent du marché américain pour son activité sans le Soudan, je ne sais pas qui va pouvoir contrôler qu'il n'y a pas une partie de cet argent qui va se retrouver au Soudan. Puis nous continuons à évoluer par rapport à ça, et subitement, les Américains sont en train de découvrir, et ce sont les démocrates, un risque mortel que les entreprises américaines vont toutes s'établir aux Bermudes. Il faut donc bloquer la cotation des sociétés américaines à l'étranger pour éviter que, effectivement, le capital s'en aille. On crée donc une réglementation qui s'appelle Sarbanes-Oxley, dans laquelle on met très gentiment un certain nombre de bâtons dans les roues à la cotation de sociétés étrangères. Et donc l'activité commence à baisser. Là-dessus, on continue à essayer de fonctionner peu et on se retrouve à la SEC par rapport à Sarbanes-Oxley. J'y vais avec les régulateurs japonais et 20 sociétés japonaises qui nous expliquent que nous ne devons pas nous inquiéter et que le fait que les auditeurs des sociétés japonaises ne peuvent pas être considérés comme
non indépendants, même si ce sont tous des anciens cadres de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée générale a le droit de virer les auditeurs. Dans les 25 ans qui précèdent, et même probablement bien avant, on n'a jamais viré d'auditeurs au Japon. Ça se saurait. Et donc on se trouve là-dedans, mais comme nous avions à la SEC un homme remarquable qui était lui-même, avait travaillé au Japon et qui travaillait pour Cleary Gottlieb à l'époque et qui était devenu le responsable de Corporate Finance, on nous donne, on décide qu'on va se satisfaire de ce genre de choses, parce que toutes les sociétés, les unes après les autres, la Mitbestimmung allemande présentait des problèmes tout à fait spécifiques, par rapport auxquels on a trouvé aussi des solutions. Bref, cette vague-là a évolué. Mais ça ne s'arrête pas là. Et donc nous sommes maintenant entrés dans des éléments extrêmement importants de nationalisme, et je crois que nous avons tous fait allusion à ce phénomène-là. La plus grande opération protectionniste de l'histoire de l'humanité, c'est le Brexit. 3 d'entre nous ont aujourd'hui ou ont eu des périodes à Londres dans leurs activités professionnelles et ont gardé des liens par rapport à la Grande-Bretagne. La City de Londres veut, comme on utilise, le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'elle veut être le leader européen, mais elle n'est pas dans l'Europe. Problème extrêmement compliqué, d'autant plus que le système européen qui prévoit l'équivalence en matière de services financiers n'est pas négociable. Raison pour laquelle, contrairement à tout ce qu'on a raconté sur le Brexit, rien n'a été décidé en matière de services financiers pour le Brexit. Simplement, tout ce qui se passe en Grande-Bretagne et qui veut s'exporter en Union européenne doit passer par les fourches claudines de l'équivalence. Ça devrait être extrêmement facile à faire, puisque aujourd'hui, la Grande-Bretagne a la même réglementation que la réglementation européenne. Il n'a pas encore réussi à créer ces règles. Et on revient sur ce dont parlait David Azema, qui est exactement ce qu'essayent de faire les Britanniques, c'est-à-dire de créer leur propre réglementation en espérant que l'Europe va les considérer comme équivalentes. On ne s'arrête pas là, et fast forward, nous sommes maintenant dans la guerre américano-chinoise. Alors, première chose qui se passe, on décide aux États-Unis que les États-Unis ont le droit divin, le fameux principe de l'Alex Americana, de contrôler les auditeurs de toutes les sociétés, donc les contrôleurs comptables, de toutes les sociétés cotées aux États-Unis dans le monde entier, pour s'assurer qu'ils font bien leur travail. C'est quand même légèrement outrageux. Les seuls qui refusent, c'est les Chinois, qui disent il n'en est pas question. On ne peut pas décoter toutes les sociétés chinoises d'un coup sec. Je discute avec les SEC et je pars en souterrain discuter avec les autorités chinoises, et je vous raconte l'incident parce qu'il raconte tout, dans lequel je dis aux sociétés chinoises, faites extrêmement attention, il y a quand même ici un sujet, mais on est prêt à en discuter, etc. etc. Je termine cette réunion avec la CSRC chinoise. J'entends quelqu'un qui dévale les escaliers et qui me dit « Monsieur Hugeux, vous n'allez pas parler à la presse de ce que nous avons discuté. » De nouveau en avance, Trump se lance dans une attaque chinoise. Il y a 2 choses qui apparaissent. Une nouvelle législation sur le fait qu'il doit y avoir une équivalence des qualités d'audit pour les sociétés cotées aux États-Unis. Unanimité, c'est probablement une des rares lois qui a été votée unanimement par les démocrates et les républicains. Donc ne nous y trompons pas, Biden ne changera rien à ce type de problème. Mais Donald Trump n'est pas content avec ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort un de ces fameux décrets dans lequel il décide que toutes les sociétés qui ont quoi que ce soit à voir en Chine avec l'armée chinoise doivent se décoter. Et en l'espace de quelques semaines, les bourses, qui ont montré, à mon avis, un zèle sur lequel on peut se poser un certain nombre de questions,
force les 3 grandes sociétés de télécommunications chinoises de se décoter des États-Unis et le cours de bourse perd 25 à 30%. Donc, ce sont les investisseurs qui vont finalement payer le résultat de cette opération. Ça recontinue, puisque maintenant, les Chinois ont décidé que toutes les sociétés chinoises qui étaient cotées à l'étranger devaient se décoter dans la mesure où elles étaient dans le domaine de la technologie et d'un certain nombre de choses qui font partie des secrets d'État. Et donc, je voudrais simplement conclure par rapport à ça. À peu près partout où nous regardons, et vous avez vu un panel qui part de points de vue extraordinairement différents, c'est le même problème auquel nous sommes confrontés, c'est, soyons clairs, la montée des nationalismes, qui se traduit par la montée du protectionnisme, qui se traduit par toute une série de mesures qui vont diminuer la capacité du monde de coopérer face à des défis aussi majeurs que le climat, les problèmes de défense et toute une série d'autres problèmes mondiaux. Et donc, le travail que nous avons tous à faire ici, c'est que finalement, nous ne sommes pas d'accord en Europe sur le type de capitalisme que nous voulons. Et il est évident qu'il n'y a pas entre le capitalisme rhénan et le capitalisme français que des consensus. Il y a donc un travail colossal à faire à l'intérieur de l'Europe et à faire à l'international. J'arrête là-dessus. Je vous remercie de votre attention et nous allons maintenant pouvoir débattre. Je pense ne pas avoir dépassé les horaires jusqu'à présent. Je vous remercie. La parole est à la salle. Sinon, j'ai quelques questions pour mes collègues. Mais... Georges commençait les questions, je pense que c'est le temps que la salle... Non, il y a déjà quelqu'un derrière vous. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange qui était, je trouve, très riche. Et en rebondissant sur votre dernier point, Georges, et peut-être pour vous, Monsieur le Ministre, on parlait tout à l'heure de réglementation européenne et de loi Pacte en France. Est-ce que, pour rebondir sur ce dernier point, sur l'Europe et les différences entre la France et le capitalisme rhénan, vous pensez que la loi Pacte devrait permettre, au-delà des seuils de 25% et 50%, mais pour l'ensemble des concentrations françaises, des concentrations entre groupes européens et français, de se priver de ce qu'apporte la loi Pacte pour des groupes non européens ou pas? Je n'ai pas très bien compris votre question. Pardonnez-moi. Est-ce qu'une concentration entre un groupe allemand et un groupe français devrait être une exception à la capacité qu'a le ministre au titre des investissements étrangers? C'est tout ce qu'a expliqué le directeur général à la concurrence. En fait, dans son propos, il remet un peu en question l'idée du champion européen. C'est ce que j'ai conclu. Et il est donc assez peu sensible, en tout cas, à l'idée de faire émerger en Europe des champions. C'est quelque chose de très important parce que c'est quand même à l'Europe que se passe cette capacité ou pas de pouvoir le faire. Donc voilà, moi, ce que je constate. Je pense que le bon échelon, il est européen. Je pense que c'est l'Europe qui aujourd'hui est la réponse, pourrait être la réponse aux défis que les uns et les autres on a tracés. Mais le chemin est immense. Le chemin est immense. Les initiatives pour faire en sorte que l'Europe apporte des réponses ne peuvent venir que du couple franco-allemand. Du côté français, on est où on était assez déterminé. Il faut se souvenir du discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Aujourd'hui, il est beaucoup plus prudent. Et puis au niveau allemand, on
ne sait pas quelle forme va prendre ce gouvernement et donc l'incarnation allemande. Donc il faut des initiatives franco-allemandes qui pour l'instant sont absentes. Mais en tout cas ma conviction, elle est claire, elle est nette. C'est aujourd'hui, il faudrait faire franchir à l'Europe un nouveau pas. Est-ce que nous en avons la capacité politique? Je n'en suis pas sûr. Donc voilà. La bonne réponse est européenne, mais l'Europe est-elle capable de le faire? Je pense qu'on touche du doigt un sujet fondamental. Si aux États-Unis, un executive order du président des États-Unis pouvait s'opposer à l'acquisition d'une entreprise basée au Texas par un investisseur basé en Californie, je pense que l'économie américaine serait nettement moins puissante. C'est ce que j'appelle la profondeur du marché américain, y compris en termes de fusion-acquisition, de capacité de consolidation et de renforcement. Donc évidemment que notre vision ultra-nationaliste, parce que l'Europe n'a rien changé à cela, et les Allemands sont sans doute encore plus experts en la matière que nous ne le sommes. Parce que le français prétendant à l'universalisme a toujours tendance à vouloir le bien universel sans nécessairement aller compter le nombre de boulons ou de rivets qui seront faits à Hambourg ou à Toulouse. Mais ce qu'on observe, et j'ai cité l'industrie spatiale tout à l'heure, c'est pas par hasard, c'est qu'on a quand même une obsession du retour en emploi physiquement situé sur son territoire dans les approches européennes des sujets d'intégration industrielle. Ce qui fait qu'on n'intègre pas. Ou alors ce qui fait ce paradoxe extraordinaire que quand on fait un champion européen entre deux pays, on se sent obligé de mettre le siège dans un troisième pays pour que personne ne soit gagnant. Donc vous faites 2 opérations successives franco-allemandes. Normalement, vous diriez, il y a un siège en Allemagne pour la première, un siège en France pour la deuxième. Non, la règle, c'est que vous avez 2 sièges aux Pays-Bas. C'est un dilemme du prisonnier qui se résout toujours par Amsterdam, ou La Haye, ou Genève parfois, ce qui est encore plus drôle, c'est même pas dans l'Union européenne. Et donc, ça, c'est dans nos gènes. C'est dans notre ADN. Et c'est la contradiction fondamentale de cette vieille Europe. C'est que la vieille Europe, elle est formée d'États-nations et qu'elle a bâti le système probablement le plus intelligent possible dans son jeu de contraintes, mais qu'on est fondamentalement des nationalistes. Et aller expliquer à un Toulousain ou un Brestois que c'est pas grave parce que l'entreprise, elle est rachetée par des Polonais et que donc c'est une entreprise européenne, c'est comme si on avait déplacé le siège de Brest à Strasbourg, sauf que c'est pas Strasbourg, c'est un peu plus à l'est, c'est Cracovie. Eh ben, ça ne va pas passer facilement dans le télégramme de Brest ou dans Ouest France. Et ni au Parlement français, et ni sur les chaînes de télévision nationales. Donc, effectivement, il faut qu'on vive avec, et on va avancer par tout petits bouts. Et je pense que, ça revient à mon propos de tout à l'heure, si l'Europe est en mesure d'incarner une forme de protection, de dire on joue à jeu égal, comme sur le RGPD, par exemple, comme sur les normes d'émission des véhicules, qui ne sont pas forcément bien vues par l'industrie européenne, mais qui font un standard mondial maintenant. Peut-être que progressivement, on arrivera à raisonner en intégration européenne, oui, on perd des emplois ici, mais regardez, dans l'autre champion européen, on a créé des emplois. Le siège de fait de Airbus est à Toulouse. Eh ben, c'est pas si mauvais pour la France d'avoir fait cette intégration européenne de l'aéronautique. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Je crois qu'il ne faut pas être candide. L'histoire, la culture, les réflexes nationaux, on ne s'en débarrassera pas d'un coup de baguette magique en Europe. Il y a peut-être il y a peut-être je pense que le moyen de concilier à la fois la culture, l'histoire, les nationalismes, etc., et l'impératif, on ne peut pas dire souveraineté, parce qu'à Bruxelles, ça passe très mal, mais d'autonomie stratégique de l'Europe, c'est justement cette focalisation sur un certain nombre de secteurs ou technologies critiques, et sur lesquels, là on dit c'est le niveau européen. Et je dirais le reste traitera comme il se traite au niveau national. Mais on le voit déjà, prenons le règlement batterie, comme l'a dit David, il va s'appliquer à tous les pays. Bon, et autour du règlement batterie, il y a la question des technologies des batteries. Il y a le système des IPCEI, donc ces contours juridiques qui permettent, sur certains secteurs, de faire en sorte que chaque État aide ses entreprises en exonération du droit européen des aides d'État. Donc il y a un certain nombre de poches
sur lesquels, il faut dire, c'est une matière réservée Europe. Et là, je pense que ça permet d'avancer de manière pragmatique et rapide, relativement, sur ces poches-là. Oui, pardon, je vais peut-être juste me permettre d'apporter un tout petit peu de contradiction pour qu'on ait un débat. Je ne suis pas avocat de droit de la concurrence, comme tout le monde le sait ici, mais je voudrais quand même juste dire un mot sur Thomas Philippon, qui est le vice-président de droit et croissance, qui est professeur d'économie à la Stern Business School à New York, a publié un livre qui s'appelle The Great Reversal, How America Gave Up on Free Markets. C'est un livre qui s'est vendu à 25 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien, pour dire à quel point les États-Unis, il y a 20 ans, étaient les leaders en termes de concurrence, ont permis à ce que les biens et produits soient les meilleurs marchés par rapport au marché européen. Et aujourd'hui, en fait, on assiste à l'inverse pour tout un tas de choses, à commencer par notre abonnement téléphonique. Aujourd'hui, c'est bien moins cher en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, on est conscient du coup de la nécessité face à la Chine de faire monter l'Europe, enfin de faire en sorte que l'Europe puisse jouer à jeu égal. Mais pour les points de vue des consommateurs, c'est quand même quelque chose que la Commission européenne puisse jouer son rôle. J'en profite pour dire que Thomas sera en janvier en France et nous essaierons d'organiser dans le cadre de Droit et Croissance un débat autour de son livre. Je suis un grand admirateur du livre de Thomas, sur lequel j'ai fait une recension. Et il a effectivement mis en évidence quelque chose qui est le poil à gratter des Américains. Les États-Unis sont en faveur de la concurrence à partir du moment où ils sont dans un domaine où ils dominent, à l'exclusion de tout autre domaine. Et donc, nous nous rendons compte aujourd'hui que le repli des États-Unis de Trump n'est pas seulement un problème Trump. Il y a une série d'éléments de repli qui ont été décidés sous Trump sur lesquels Biden ne bougera pas. Pourquoi ? Parce que les États-Unis refusent le multilatéralisme. L'attitude des États-Unis vis-à-vis de la... Enfin, on n'a pas encore débloqué le fait que les États-Unis ont paralysé le WTO, c'est l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait simplement décidé de ne pas nommer de juges. Et les États-Unis ont fait un blocus de toutes les nominations de juges de l'eau. Bon. Il y a maintenant 1 an que M. Biden est en place. Approuver un certain nombre de juges à l'OMC, c'est vraiment le genre de choses qui ne va poser de problème à personne dans les médias américains, pour revenir au problème de l'opinion publique. Il ne l'a pas fait. Et donc nous nous trouvons devant le fait qu'à partir du moment où les États-Unis ont voulu intervenir sur la haie. D'accord ? Et ils voulaient intervenir pourquoi ? Parce que, tenez-vous bien, la haie voulait poser des questions sur Israël et sur un certain nombre de comportements criminels commis par l'armée israélienne dans un certain nombre de cas. Ils ne sont pas membres, parce qu'ils ne veulent absolument pas qu'un jour un soldat américain puisse être mis en question à la haie. Et donc il y a aujourd'hui, je crois qu'il serait, et c'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'il y a une opportunité en Europe, c'est que les États-Unis ont perdu une série de leadership, se replient par rapport à ces leaderships et ne sont pas occupés à relancer vraiment le multilatéralisme. Le domaine dans lequel, heureusement, ils ont décidé de se remettre en route, c'est le domaine du climat, et c'est évidemment le rôle qu'ils ont joué sur la COP26 et tout ça. Mais je crois que c'est là que nous ne pouvons pas être naïfs. Si nous parvenons à créer des leaderships européens, je pense qu'il y a une place pour l'Europe. Oui. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Georges. En fait, je me pose la question de dans quelle mesure on a besoin de multilatéralisme pour assurer un libre-échange. Parce qu'en fait, quand on parle de protectionnisme, le protectionnisme, c'est l'antithèse quelque part du libre-échange.
mais le multilatéralisme est un outil. Je pense par exemple au 19e siècle, le Japon s'est ouvert au commerce avec la restauration Meiji, parce qu'on a eu des bateaux américains qui se sont pointés et qui ont forcé les Japonais à faire du commerce. Est-ce que c'était du libre-échange? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas du multilatéralisme. Et donc, vraiment, en fait, je me pose cette question, notamment, par exemple, avec l'OMC. Donc, Monsieur Varin a parlé, je trouvais ça très intéressant, sur le dumping, le fait de pouvoir, par exemple, imposer des countervailing duties, notamment sur des questions environnementales. C'est une idée qui est très intéressante. Est-ce que l'Union européenne ne pourrait pas simplement l'imposer? Alors, ce serait peut-être en violation du droit de l'OMC, mais si le droit de l'OMC n'est même plus vraiment applicable, l'Union européenne pourrait en fait s'imposer comme un leader quelque part et exporter des normes par le biais donc non seulement d'une taxe à domicile, mais aussi en fait finalement d'une taxe exportée qui serait le countervailing duty, sans que ça soit en fait du multilatéralisme. Voilà. Juste un élément de réponse, c'est qu'effectivement, le multilatéralisme, ce n'est pas la réponse à tous les problèmes de libre-échange, ça c'est clair. D'ailleurs, si on prend aujourd'hui le mode de fonctionnement de l'OMC, c'est puisqu'ils ne peuvent pas avancer sur le champ du multilatéralisme, j'ai donné je dirais, le dernier exemple en date sur les subventions à la pêche, c'est de dire, bon, s'il y a un certain nombre d'États qui veulent négocier ensemble, eh bien, on fait une discussion, et il y a un exemple sur tout ce qui est lié à l'e-commerce, par exemple. Il y a actuellement 80 pays qui travaillent ensemble pour effectivement réfléchir à un certain nombre de standards, etc., qui pourraient s'appliquer à ces 80 pays, ou pourraient devenir une norme. Donc, il peut y avoir des voies de progrès hors du multilatéralisme. La réponse, ça, c'est bâti sur un exemple. Ensuite, sur la question de l'extraterritorialité, je pense que ça, c'est une vraie question. Je pense que l'Europe a commencé, si on prend la RGPD par exemple, c'est une norme qui ressemble à la soft extraterritorialité, mais en ce moment est aussi en train de réfléchir sur des mécanismes de réciprocité vis-à-vis des pays qui exercent leur extraterritorialité vis-à-vis de certaines entreprises européennes, parce qu'aujourd'hui ces entreprises sont quand même tout à fait démunies. Donc il y a un arsenal qui est en train de prospérer dans les esprits pour avoir une sorte de réciprocité sur l'extraterritorialité. Donc, néanmoins, je pense que s'il n'y a pas, au niveau de l'OMC, la restauration d'un pouvoir de négociation ou d'animation d'une négociation, on aura beaucoup de mal à progresser. Et l'attitude des États-Unis, si on n'a pas de juge, l'appellate body du WTO, on a un véritable problème. Je crois qu'il faut continuer à mettre le maximum de pression sur ce sujet. En écoutant votre question, j'ai quand même un petit réflexe historique, puisque vous avez appelé au souvenir du commandant Perry, ou du Commodore Perry plutôt, ouvrant le Japon. C'est quand même un débat philosophique et géopolitique important, qui est de se demander si, au fond, le rapport de force n'est pas dans les relations économiques, juridiques mondiales, bien préférable à l'utopie du multilatéralisme. Mais l'histoire nous a montré que, j'ai parlé tout à l'heure de course aux armements dans les dispositifs de protection nationalistes, où ce genre de primat du rapport de force termine. Et je ne suis pas sûr que le primat du rapport de force, si l'Europe est morcelée, c'est certain que nous ne sommes pas capables de le jouer, puisque nous n'avons pas la puissance. Je ne suis même pas sûr que si nous avons la puissance économique européenne, nous avons la puissance stratégique et militaire, parce que dans ce domaine-là, on est loin d'être unis, pour pouvoir s'amuser à jouer au Commodore Perry avec les Chinois. On défend Taïwan. Ou à la guerre des boxers. Je voudrais ajouter un point sur la constatation de la situation et de la paralysie de l'OMC. D'une certaine manière, il y a une concomitance entre cette paralysie et la montée du protectionnisme. Je suis convaincu que l'action de l'OMC était un frein à une montée, et qu'aujourd'hui, la mise entre parenthèses de l'OMC laisse le champ libre à des politiques
protectionnistes. Oui. Bonjour, merci beaucoup, merci infiniment pour ces échanges. Moi, si vous permettez, j'aimerais bien qu'on fasse un peu de prospective et dire dans quelle mesure le droit, la réglementation pourrait tenir face à des mastodontes comme les GAFAMI, comme les BATX, et qui, eux, bousculent le droit, bousculent la réglementation, et ce n'est pas les quelques milliards de taxes qu'on leur met en face qui vont les arrêter. Est-ce que l'Europe, notamment, est prête, Monsieur Varin, vous l'avez évoqué, avec les spécialités, la technologie et le développement maintenant d'un certain nombre de nouvelles expertises, comment l'Europe pourrait faire, en parallèle du droit, aussi pousser les quelques champions européens dans l'industrie, bien entendu, notamment du digital? Merci beaucoup. La réponse à la fois simple et compliquée, c'est que si nous n'avons pas des maillons technologiques sur une chaîne de valeur sur lesquels nous avons une autonomie, une puissance, etc., on ne comptera pas. Alors, je vous donne un exemple, celui des nouveaux composants, hein, c'est la tranche 100 nanos, 300 nanos, enfin je n'ai plus tout ça exactement en tête, mais il va falloir, la question c'est est-ce qu'on est prêt à investir 300 milliards sur ces nouvelles technologies, et à ce moment-là, on pourra compter. Si on ne le fait pas, c'est tout. On sera dans la situation actuelle des composants, où d'ailleurs nous avons des compétences. Il faut quand même savoir que TSMC, qui est quand même à l'origine du problème, hein, puisque c'est là qu'il y a le goulet d'étranglement, envoie des chercheurs et des scientifiques dans les laboratoires de Belgique, près de Bruxelles d'ailleurs, très bien, où il y a d'ailleurs des Coréens, tout le monde vient, on se sert. Bon, on laisse faire. Hein, voilà. Et alors, il faut leverager ça, mais on ne le leveragera pas si on n'a pas des choix clairs qui sont faits avec des montants colossaux sur certaines technologies. Tout n'est pas perdu. On a perdu sur les GAFA, BATX, etc., les plateformes digitales commerciales, mais on n'en rattrapera pas. Par contre, prenons le cas de l'informatique industrielle, sur lesquels on a des Siemens, des Schneider, etc., vraiment des très bons, Dassault Systèmes, et encore d'autres, David, non, il y en a un certain nombre, qui sont européens, sur lesquels l'Europe a cet avantage d'avoir une industrie qui n'est pas complètement en voie de disparition, sur lesquels on a des datas qui sont absolument clés pour nos logiciels d'intelligence artificielle, contrôle des procédés, etc. On peut vendre au monde une informatique industrielle hyper puissante, définitivement essentielle pour le développement de l'industrie. Les Chinois n'ont pas ça. Et même les Américains n'ont pas forcément, je dirais, les mêmes ressources en matière de data industrielle. Donc faisons ce choix. Donc mon point, c'est choisissons les quelques domaines, investissons massivement, et à ce moment-là, on peut parler au reste du monde. Une dernière question, et puis nous allons devoir... Oui, merci pour la qualité de l'intervention. Monsieur Varin, j'ai été très sensible à ce que vous disiez sur la mine, en fait, sur le rapport à la terre, aux terres rares et aux métaux précieux, évidemment, je me demande dans quelle mesure elles n'ont pas une influence sur la manière dont on pense les problèmes en termes de localisation nationale, etc., en fonction des richesses des uns et des autres. C'est quand même très prégnant dans notre réflexion de savoir qui a les terres, qui a les métaux, donc qui va dominer les machines à venir. Mais quand vous parlez de mining, Monsieur Varin, en tant que mineur, c'est normal, mais le mining aujourd'hui, c'est la data, bien sûr. Hein, et le data mining, l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr que l'Europe soit tellement en avance que ça, par rapport notamment aux Américains. Et là où l'Europe est en avance, c'est dans la régulation, bien entendu. Puisque, comme vous savez, la première fois que l'Europe s'est vraiment imposée en faisant jouer l'extraterritorialité, c'est avec le RGPD. Et c'est la première fois que des Américains se sont mis à faire du droit européen, c'est parce qu'il a fallu qu'ils se mettent en compliance avec le RGPD. Donc là, il y a eu une vraie innovation européenne où on a réglementé une activité que par ailleurs on ne maîtrise pas ou peu.
Est-ce que c'est pas sur ce terrain que devra se jouer demain les enjeux de régulation et où l'Europe a une place à jouer pour réguler notamment l'éthique des logiciels, de tout ce qui va gouverner le data mining et l'intelligence artificielle? Je vais être un peu, vous m'excuserez, je vais être un peu brutal sur la réponse. Vous savez qu'il y a quelque temps, on avait parlé de la France sans usine. Hein, c'était cette magnifique utopie, hein, qui aurait conduit au désastre complet. Alors, il faut faire du data mining, j'ai aucun problème avec ça. Mais je dirais, c'est pas avec la RGPD qu'on va pouvoir se déplacer ou on pourra calculer. Il faut simplement des matières. C'est une réalité, donc il faut faire les deux. Je pense que ce que vous dites est exact. Ne retire, je pense, pas grand-chose à ce que j'ai dit par ailleurs. C'est simplement complémentaire. Merci beaucoup à ce panel et à vos questions.